Une cité au carrefour des mondes. Entre Occident et Orient. Entre tradition et modernité. Alep est le lieu de tous les métissages, de tous les contrastes. Religieuse, elle accueille sous ses minarets sunnites, chiites, druzes ou encore ismaéliens. Et ses cloches sonnent aussi bien pour les catholiques maronites, les grecs orthodoxes ou les chrétiens d'Arménie. Alep, tant de fois envahie, terre de tant d'exil, est l'une des plus vieilles villes du monde encore habitée. Et c'est ici, sur cette colline naturelle, que tout a commencé, il y a 5 millénaires. Aujourd'hui, y domine la citadelle. Chef-d'œuvre de l'art militaire médiéval, elle est considérée comme la plus grande et la plus ancienne du monde islamique. Derrière cette enceinte, réputée imprenable, se trouvaient les palais des princes musulmans. Il y avait aussi leurs thermes, aux plafonds ajourés, et leurs mosquées aux lignes pures. Une citadelle construite au XIIe siècle sur les vestiges des premières civilisations installées à Alep. C'est ici que nous avons rendez-vous pour un voyage dans le temps. À quelques mètres de profondeur sous ces tôles, une mission allemande vient de faire une découverte exceptionnelle. 2 temples que Thierry Grandin, architecte, dévoile pour la première fois à une caméra. Bien, en fait, nous sommes ici sur la face intérieure du mur du premier temple. Ici, nous sommes en 2700, avant Jésus-Christ. La salle de prière est très importante, les murs sont excessivement épais. Il s'agit ici d'un temple qui est l'expression architecturale d'une civilisation très développée. Et sans doute relativement, d'ailleurs, une population relativement importante pour cette époque. Mais le plus spectaculaire se trouve juste à côté, derrière ces sacs de sable. Un deuxième temple, du 1er millénaire avant notre ère, et qui recèle des bas-reliefs d'une extrême rareté. Pour quelques minutes, les antiquités syriennes nous offrent le privilège d'en découvrir une petite partie. Regardez. Ce sont des monstres et des génies qui se côtoient pour rendre hommage au dieu de l'orage. Il n'existe aucun équivalent connu dans le monde. Ces bas-reliefs sont miraculeusement arrivés jusqu'à nous. Leur tracé et l'émotion qu'ils dégagent restent intacts. Je ne comprends pas et je ne sais pas comment ils ont réussi à faire de tels objets. Le travail est tellement fin, la pierre est tellement dure, elle casse pratiquement comme du verre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir les outils suffisamment puissants pour la sculpter et en même temps ne pas faire éclater de morceaux. Véritablement, on ne peut être qu'impressionné par le travail de ces bas-reliefs. Et c'est pour ça qu'il sera essentiel de les protéger. Retour au cœur de la citadelle. Au temple se sont substituées les mosquées, comme celle-ci, la mosquée d'Abraham. Un hommage au patriarche qui aurait donné son nom à la ville. Ici, il aurait en effet traité une vache, et en arabe, le lait se dit halib, ce qui a donné Alep. Posée sur cette colline stratégique qui surplombe la steppe, la ville devient très vite prospère. Car avec l'Euphrate à l'est et la Méditerranée à l'ouest, elle se trouve sur la route mythique des caravanes. Il y avait un commerce qui se faisait plutôt depuis l'Extrême-Orient, en passant par Bagdad, par exemple, et puis qui arrivait à Alep. Plus particulièrement, la fameuse route de la soie, d'ailleurs, prenait ce même chemin. Maintenant, à partir d'Alep, il y avait 2 routes possibles. La première était celle qui descendait vers le sud, vers Damas, et qui desservait l'ensemble de l'Afrique du Nord. La deuxième, c'est celle qui se développait vers le nord, pour passer en Turquie actuelle, et puis après,
était acheminé plutôt vers l'ouest. Donc tout l'ensemble du cœur commercial et donc économique de la ville d'Alep est devant nous ici. Alep, c'est la plaque tournante du commerce de l'Antiquité. Et c'est ici que ça se passe, dans les souks, au pied de la citadelle. Depuis l'époque grecque, c'est dans ces 10 kilomètres de ruelles que s'échangent les marchandises du monde entier. Krikor a grandi dans les souks. Il est alépin, d'origine arménienne. Son père et son grand-père travaillaient dans une de ces toutes petites boutiques. Vous savez que ces échoppes font à peine quelques mètres carrés. Pratiquement, il n'y a pas de place. C'est très serré. À ce moment-là, on va se balancer avec ces cordes pour entrer et sortir. Vous voyez bien? Regardez comment il se balance. Et comme ça, il a gagné une place pour mettre sa devanture. Donc il fallait y penser à ça. Ouais, c'est pratique. Dans ces petites boutiques se vend une denrée depuis l'Antiquité. Et là, on commence à sentir quoi? Qu'est-ce qu'on sent? C'est les épices, ce mélange. Regardez, tout ce qu'on est en train de vendre, vous allez voir que ça vient un peu de partout. Un peu de partout. Toutes les épices sont là. Il y a le persil d'Asie du Sud-Ouest, le safran de la Méditerranée, la cardamome d'Inde ou encore le clou de girofle importé de Chine. Un tour du monde olfactif. Un peu plus bas dans les souks, un autre article est commercialisé ici depuis 2 millénaires. Alors, on fait un arrêt parce que cette industrie textile a démarré, on peut dire, avec les caravanes de la soie. Ça, c'est la véritable soie naturelle, bien que l'origine de la soie, c'est la Chine, qui gardait jalousement les cocons de Chine. Alors la légende dit que c'est un proche oriental qui va s'habiller en vieillard et avec sa canne, c'est une canne vide, il va mettre les cocons de soie et ça va se passer au 1er et 2e siècle, début de notre ère chrétienne, et les cocons seront emmenés ici au Proche-Orient. À Alep, on invente alors la contrefaçon. Ces caravanes qui passaient, on va leur dire achetez la soie chez nous, c'est moins cher que d'acheter en Chine. C'est la bonne qualité. Alors les gens, ces caravaniers vont dire mais il n'y a pas les dessins chinois dessus. On va aussi leur imprimer les dessins chinois. Donc le faux va faire son apparition au 2e siècle après le Christ, c'est dans nos régions. Quelques mètres plus loin, embouteillage. Les Japonais nous ont inventé les dromadaires du XXe siècle, les petites camionnettes là, qui circulent un peu dans les souks, un peu partout, et qui prennent la charge d'un dromadaire dans les 400 à 500 kilos. Des dromadaires japonais qui jouent un célèbre air brésilien lorsqu'ils reculent. C'est ça la mondialisation. Dans une rue parallèle, voici le souk des artisans. Eux aussi ont fait la fortune d'Alep. Les articles qu'ils produisent s'exportent depuis l'Antiquité dans le monde entier grâce aux caravanes. Et le savoir-faire s'est transmis. Il démarre d'une seule pièce, d'une petite pièce. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune soudure. C'est cette seule pièce-là qui va prendre la forme d'une assiette, d'un plat, si vous voulez. Direction l'échoppe de l'étameur. L'assiette en cuivre va être recouverte d'une couche d'étain et devenir ainsi utilisable en cuisine. Si on ne fait pas ça, ça devient dangereux pour la nourriture. Ça va s'oxyder avec et ça va en donner un poison terrible, la cyanure. Parce que c'est du cuivre. L'opération dure quelques secondes. Sur l'assiette brûlante, on fait fondre un peu de ce bâton d'étain. Il faut l'étaler en un coup de main. Un bain d'eau froide et l'assiette traditionnelle à l'épine est terminée, prête à être exportée. L'export, c'est justement la spécialité de la famille Chehadé depuis plusieurs siècles. Installés dans les souks, leur produit phare, c'est le fameux